Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie d'avoir brièvement la possibilité de prendre la parole au sujet de ce projet de loi, étant donné la clôture qu'impose le gouvernement au projet de loi. Ce débat se terminera donc aujourd'hui et on en entendra plus parler. La table de la deuxième lecture vise à parler du contenu du projet de loi, à dire si on appuie ou non le projet de loi. Je suis donc heureux aussi de pouvoir partager mon temps de parole avec le député Abitibi-Bay James Nunavik Ayu. Je pense qu'à nous deux, nous comptons plus d'une centaine d'années dans les collectivités dans le nord de ce grand pays. Mon collègue a une bonne connaissance de ce dossier, ce qui devrait intéresser tous les députés en cette Chambre. Je voudrais parler brièvement de mon expérience, Monsieur le Président. J'ai grandi dans le Nord. En première année, j'allais à l'école de Fort Smith, dirigée par le gouvernement du Canada. Il y avait 2 pensionnats qui étaient liés à l'école. J'ai grandi dans ce système, dans un système des pensionnats, avec des survivants des pensionnats plutôt. Nombre de mes camarades de classe n'ont en fait pas survécu, étant donné des circonstances sociales. Et l'excuse qui a eu lieu a été un moment très touchant pour moi parce que je reconnais qu'il est arrivé bien des choses aux Autochtones du pays et cela me touche, m'interpelle dans mon expérience personnelle. Alors, quelques 50% des étudiants étaient autochtones. J'ai été président du conseil d'administrateur du Collège Aurora, qui vise à fournir aux étudiants autochtones une carrière et qui réussit très bien. Alors, je comprends le système que nous avons mis en place dans les territoires du Nord-Ouest en ce qui concerne l'éducation dans les communautés éloignées et les petites communautés. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant me pencher sur le rapport concernant l'éducation des Premières Nations dans les réserves et parler plus précisément du financement parce que, selon moi, cela a toujours été une question bien importante lorsqu'on parle d'éducation, d'école, surtout dans les régions petites et éloignées. On dit qu'il faut du financement durable pour l'éducation, pour les Premières Nations. Il faut que les mesures de réforme se basent sur de bons résultats et non pas en fonction d'une moyenne par étudiant, une moyenne de coût par étudiant. Le niveau de ressources et d'investissement nécessaires par étudiant sera probablement plus important que le niveau habituellement fourni dans le système des écoles publiques. Et c'est de toute évidence le cas dans les territoires du Nord-Ouest, Monsieur le Président. Il y a 8500 élèves dans nos écoles, dans les collectivités éloignées, mais aussi dans les collectivités plus importantes. Et il est question de 22 000 par année par étudiant en coût. Monsieur le Président, lorsque j'étais président de la Société d'éducation en 1985, le niveau de financement par étudiant dans l'école que je représentais était équivalente à ce que le gouvernement fournit aujourd'hui aux pensionnats, aux écoles autochtones partout au pays. En outre, il est question ici d'écoles qui ont besoin d'un financement suffisant afin d'offrir des services. Cela ne fait aucun doute. Il ne fait aucun doute qu'il y a des écoles dans des collectivités éloignées où il faut encourager les enseignants à travailler, où il faut payer des coûts élevés pour entretenir les écoles. Tous les coûts associés à la fourniture des services d'éducation, à la prestation des services d'éducation à un très petit nombre d'étudiants, les coûts sont élevés. Et les choses sont ainsi. Il y a 143 000 enfants des Premières Nations en 2011-2012 au Canada. Et le ministère a dépensé 1,5 million de dollars
Au total, ça semble beaucoup, mais on dépensait plus de 200 millions de dollars par année au territoire du Nord-Ouest pour beaucoup moins d'étudiants. Alors, il faut regarder quels sont les coûts, comment on peut fournir ces services qui sont nécessaires partout au pays, dans les régions éloignées, loin des villes, loin de tous les autres éléments qui permettent de réduire les coûts de la prestation de ces services. À quoi peut-on s'attendre? On se retrouve avec des écoles qui sont chroniquement sous-financées. Et voyons ce que les conservateurs prévoient d'offrir aux écoles à partir de 2016. 400 millions de dollars par année. Mais on voit que le montant total en 2016 est quand même bien inférieur à ce qui est nécessaire pour ces écoles. Il y a 500 écoles dans les réserves. Il y a 200 millions de dollars de budget pour les réparations, pour l'entretien, pour l'infrastructure, pour les écoles et pour les salles de classe. Pour 515 écoles. Pas étonnant que ces écoles tombent en morceaux, s'écroulent. Qu'ont fait les libéraux? En fait, ces écoles n'ont jamais été financées suffisamment. Elles ont toujours été laissées ainsi et elles s'écroulent. Il est question de 515 écoles. Et il faut en remplacer un certain nombre tous les 30 ans. Combien en coûte-t-il pour remplacer une école cette année, chaque année? Surtout dans les régions éloignées du Nord. Voyons ce qui se passe dans les territoires du Nord-Ouest, où les coûts pour le remplacement s'élèvent entre 30 et 50 millions de dollars pour des écoles qui comptent quelques 200 étudiants, c'est la moyenne. Voilà les coûts auxquels il faut s'attendre. Ces écoles vont avoir besoin de bien plus d'argent que les fonds qui sont prévus dans le budget ici pour l'entretien, pour les coûts de fonctionnement. Alors, il faut reconnaître qu'il s'agit là d'un système sous-financé et il faut investir davantage. Les libéraux, avec l'accord de Kelowna, bon, et ce projet de loi, rien ne fournit les fonds nécessaires. On peut dépenser des milliards de dollars chaque année pour mettre à jour notre flotte de chasseurs, mais lorsqu'il est question de mettre à jour ou de moderniser ou d'investir dans l'avenir de nos enfants, on n'est pas prêt à le faire. Monsieur le Président, vous savez, il faudrait pouvoir débattre davantage de ce sujet. Je sais que je n'ai que quelques minutes pour discuter de ce dossier très important, pour discuter de ce qui se passe avec ce projet de loi. Et c'est très difficile, Monsieur le Président. Je trouve que c'est ignoble que les conservateurs aient imposé la clôture sur ce dossier, sur ce sujet, alors qu'il y a tant à dire. Il y a tant à dire, Monsieur le Président. On nous donne quelques jours en deuxième lecture pour le débat, mais c'est ridicule. Je suis outré. Mais c'est typique du gouvernement. Lorsqu'on dépose une mesure qu'on dit basée sur bien des beaux principes, en étudiant ces projets de loi, on se rend compte que la situation ne va que perdurer, qu'on ne fait que maintenir le statu quo, on n'investit pas suffisamment, on ne déploie pas suffisamment d'efforts pour apporter de véritables changements. Il faut des changements de fond en comble ici, en matière de financement pour les écoles, pour qu'elles puissent fonctionner, pour qu'elles puissent offrir les services dont ont besoin les élèves autochtones. Mes collègues vont parler de tous les autres aspects du projet de loi et mes collègues continueraient à le faire si on avait la possibilité de le faire, mais on ne pourra pas aborder tous les autres sujets du projet de loi. Alors, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné un peu de temps pour prendre la parole.
Mon collègue Supeux va prendre la parole peu de temps après moi, en fait, dans quelques secondes. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il a à dire aussi.